Alors d'abord, on a tous des idées sur la philosophie, on a tous des a priori. J'étais très amusé de trouver dans Erasme, vous savez, le philosophe du XVIe siècle qui était le contemporain de Luther, une description du philosophe qui m'a beaucoup réjoui. Je ne sais pas si c'est ce qui traîne dans vos esprits, mais en tout cas, moi je me suis beaucoup retrouvé. Alors, il disait, alors prenez un parangon de sagesse, c'est-à-dire un modèle de sagesse, celui qui a consumé dans l'étude des sciences son enfance et sa jeunesse, et perdu son plus bel âge en veille, soucis, labeur sans fin, et le reste de sa vie s'est privé du moindre plaisir. Alors, écoutez la description. Il fut toujours parcimonieux, c'est-à-dire avare, gêné, morne, assombri, sévère et dur pour soi-même, assommant et insupportable pour autrui, pâle, maigre, valétudinaire, chassieux, usé de vieillesse, chauve avant l'âge, alors là c'est tout à fait juste, voué à une mort prématurée. Qu'importe au reste qu'il meure, puisqu'il n'a jamais vécu. Vous avez là le joli portrait du sage. Alors même à un autre endroit, je crois qu'il rajoute, et quand il danse, on dirait un chameau qui se trémousse. C'est très flatteur pour le philosophe. Alors ça c'est l'image un petit peu caricaturale, mais sinon, en général, l'image qu'on a du philosophe, c'est le sage avec la grande barbe, etc. Et je crois que ça correspond à quelque chose de juste. Le sage, ça vient du latin sapere, celui qui goûte. Et je crois que le philosophe, en effet, c'est celui qui, petit à petit, apprend à goûter un certain nombre de vérités. Je vous en reparlerai. Le propre du philosophe, c'est d'apprendre à contempler. Le philosophe n'est pas d'abord un érudit, on le verra. C'est d'abord quelqu'un qui sait s'arrêter et en effet contempler la vérité. Vous savez que excusez-moi, je dis toujours vous savez que, ne vous tracassez pas, mais l'emblème de la philosophie, c'est la chouette, c'est l'oiseau de Minerve. Et pourquoi est-ce que c'est la chouette? Parce qu'on dit que la chouette ne regarde pas le soleil en face, elle ne peut même pas regarder la lumière du jour. Eh bien, humblement, le philosophe, c'est pareil. Il ne peut pas regarder en face la pleine lumière de la vérité. La pleine lumière de la vérité, pour le chrétien, on ne l'aura que dans la vision béatifique, la vision face à face. Mais quand même, c'est un amoureux de la lumière, comme la chouette a aussi bien besoin de la lumière pour vivre. Donc, la philosophie, c'est très modeste. Au début, les philosophes grecs s'appelaient sages. Et quand est venu Pythagore, il s'appelait philosophe, seulement amoureux de la sagesse, avec la double dimension de recherche. Celui qui est amoureux n'est pas encore en possession de la sagesse, et en même temps, donc non seulement de recherche, mais en même temps de désir. Alors donc, la philosophie apparaît dans un premier temps donc comme une quête de quelque chose qui est au cœur de l'homme, à savoir la sagesse. C'est pas faux. Mais alors on va creuser un petit peu. Ça c'est juste une petite approximation. Alors, pour creuser ce que c'est que la philosophie, pour donc savoir ce que c'est, il faut procéder en deux temps. Juste une petite remarque avant, et la définition que je vais vous donner de la philosophie, parce que je crois qu'il ne faut pas hésiter à donner une définition de la philosophie, vaut pour toutes les philosophies. C'est comme un plus petit dénominateur commun. Alors, on va procéder en deux temps qui sont comme deux étapes que d'ailleurs confirme l'histoire. La première, je la baptiserai les deux livres de la connaissance. Donc on va définir ce qu'est la philosophie. On va essayer de percevoir ce que c'est. Les deux livres de la connaissance, ça c'est une expression des pères de l'Église, puisque la majorité est chrétien, je me permets donc de faire des références chrétiennes. Ils disaient qu'il y a deux grands livres dans la nature, il y a deux grands livres dans la création. Le premier, c'est le livre de la nature, et le second, c'est le livre de la révélation, la Bible, le Biblos. Et c'est deux livres tout à fait différents. Le livre de la nature est offert à tout le monde, et il suffit d'avoir 5 sens pour le percevoir. Les 5 sens étant comme les 5 fenêtres qui nous ouvrent à la réalité. Alors que le livre de la révélation, qui pour le chrétien est la Bible, lui a dû être donné en l'occurrence par Dieu, par la médiation d'un certain nombre de personnes, et ce livre-là est proposé à ceux à qui il est proposé, à ceux qui peuvent l'écouter. Et ces deux livres différents font appel à des connaissances différentes. La connaissance qui nous permet d'accéder au livre même de la révélation, c'est la connaissance de foi.
la philosophie, ce n'est pas la foi. La philosophie, bien évidemment, n'appartient pas au domaine révélé, mais va appartenir au domaine naturel. Donc la première distinction que l'on pose, elle est toute simple, mais il faut absolument la poser. Il y a deux sortes de connaissances, une connaissance par foi et une connaissance naturelle acquise par les cinq sens. La philosophie appartient à la connaissance naturelle. Et c'est bien différent. Les deux connaissances sont certaines, la foi est certaine, mais seule la philosophie est certaine et évidente. La foi n'est pas évidente. Je sais bien que je pose plein de choses qui posent plein de questions, mais ça vous les poserez au fur et à mesure. On balaye. Ne vous inquiétez pas pour le premier cours, on pose un certain nombre de choses dans le décor et au fur et à mesure ça se clarifie. Alors donc, la philosophie est due au seul effort de la raison. C'est une lecture de la nature dont on va préciser un peu la spécificité. Mais bien évidemment, la philosophie n'est pas l'unique connaissance naturelle qui nous est possible. Et on va établir une deuxième distinction. Donc, deuxième étape, ça va être la distinction que l'on va faire entre philosophie et science. Donc, deuxième temps, après les deux livres de la connaissance, la distinction entre philosophie et science. Alors, pour ça, il faut partir d'une petite remarque d'Aristote. Aristote, c'est un philosophe grec qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, 322-384, plutôt le contraire. Une distinction toute simple qu'il pose au début d'un livre qu'il a écrit, le livre des physiques, ne inquiétez pas pour tous ces noms, et dont un philosophe contemporain qui s'appelle Martin Heidegger, tout le monde a entendu parler de ce nom-là, j'imagine, qui est mort en 1976, disait que cette petite découverte d'Aristote vaut une bibliothèque entière de philosophie. Alors je vous mets l'eau à la bouche, qu'est-ce que c'est donc qu'a découvert Aristote, qui est une découverte qui est probablement l'une des plus grandes découvertes qui a été faite en philosophie. Eh bien, Aristote nous dit la connaissance humaine procède d'une certaine manière. La connaissance humaine procède d'une certaine manière. Alors, bien sûr, elle procède d'abord du connu à l'inconnu. Bon, ça c'est une évidence. Une évidence à ne pas oublier. Bien souvent, quand on explique des choses à des personnes, les gens ne comprennent pas parce qu'on ne part pas de ce qu'ils connaissent. Je sais pas moi, si je vais vous expliquer... est-ce que vous savez ce que c'est que le syndrome de Down? Non. Alors, pour vous expliquer, le syndrome de Down, c'est une trisomie. Vous êtes vraiment... Quelle lumière dans vos intelligences. Si vous ne comprenez pas, c'est pourquoi? C'est pour une raison très simple. C'est que j'ai essayé d'expliquer quelque chose qui était inconnu pour vous, par quelque chose qui est aussi inconnu pour vous. Donc c'est impossible de comprendre. Alors comment vous faire comprendre? Il faut que l'inconnu, qui est le syndrome de Down, se raccroche à quelque chose que vous connaissez, en l'occurrence, c'est le mongolisme, tout simplement. Cette maladie qui atteint les enfants, leur donne une idiotie congénitale. Bon, là du coup, idiotie au sens médical du terme, du coup, vous pouvez raccrocher cet inconnu à quelque chose de connu et vous comprenez ce que je dis. Donc la connaissance va du connu à l'inconnu. Les bons pédagogues doivent procéder comme ça. Et un bon livre aussi. Mais, quel est ce connu, nous demande Aristote. Quel est ce connu? Eh bien, Aristote dit, la connaissance procède du plus universel au moins universel. La connaissance procède du plus universel ou du plus... Oui, c'est du plus général, mais l'universel le plus précis, au plus distinct, c'est-à-dire au plus particulier. Aristote donne un exemple très, très amusant, il dit c'est... amusant si on veut, mais il dit c'est comme sur un chemin. Vous êtes sur un chemin, comme ça, un grand chemin, puis au loin, vous voyez quelque chose. Bon. Puis cette chose-là, ça se rapproche. Ça bouge. Si ça bouge, c'est un être vivant. Puis non seulement ça bouge, mais en même temps ça avance. C'est un animal. Un animal à deux pattes. C'est un homme. Mais c'est Socrate. Donc, au fur et à mesure où la connaissance grandit, la connaissance donc va en se précisant et passe donc du plus commun, c'est quelque chose, à quelque chose de plus distinct, de moins universel, c'est Socrate. Très très important. Toute connaissance procède comme ça. Un enfant, un enfant de 2 ans commence pas par vous dire ceci est un Hibiscus vulgaris, ça m'étonnerait. Il vous dire ça c'est une plante ça. C'est déjà beau s'il dit ça. Donc l'enfant va commencer par une connaissance très universelle. Et petit à petit, il va commencer à établir des distinctions. Et toutes nos connaissances procèdent comme ça.
Et bien souvent on est perdu, c'est le danger en fait de l'hyperspécialisation, c'est qu'on est très compétent dans un petit domaine, mais on est incapable de raccrocher aux principes plus universels. Et on procède comme ça. Venez à notre exemple médical, puisque c'est ce qui me vient par la tête. Tout le monde parmi nous sait ce que c'est qu'une granulomatose de Wegener. Pas de problème. Non, vous ne savez pas. Bon, alors comment est-ce que je vais faire pour vous expliquer? Ce syndrome de Wegener, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc une granulomatose. Ça appartient au genre des granulomatoses. Apparemment, je ne vois pas vraiment de lumière explicite dans vos regards. Bon, alors, la granulomatose, c'est une maladie avec des granulomes, c'est-à-dire qu'il y a des amas de cellules. C'est pas encore très clair dans vos intelligences. Bon, alors je remonte un petit peu plus universel. Maladie à granulome, ça fait partie des maladies qui atteignent tout l'organisme. Il y a deux sortes de maladies qui atteignent tout l'organisme et d'autres qui atteignent seulement certains organes. Une hépatite virale, ça touche le foie, et d'autres qui atteignent tout l'organisme. Alors là, vous commencez à mieux comprendre. Et si je veux remonter encore plus loin, ça appartient au genre des maladies. Les maladies, c'est lorsqu'on n'est pas en bonne santé, tout simplement. Alors partant de là, il y a la maladie. La maladie se distingue entre maladie d'un organe, maladie de tout le système, ce qu'on appelle les maladies systémiques. Dans la maladie du système, il y a des maladies de différents types inflammatoires, dont les maladies à granulomes. Et parmi les maladies à granulomes, il y a une maladie particulière qu'on appelle le syndrome de Wegener. Hop, lumière. Bon, comment est-ce qu'on a procédé? Du plus universel, et on descend au plus distinct. C'est clair? C'est toujours comme ça qu'on procède. Toujours, toujours, toujours. Or, d'ailleurs Aristote dit aussi, c'est amusant, il dit, c'est pour ça que les enfants appellent tous les hommes papa. Parce que justement, pour lui, tout est confus. Il ne distingue pas au début. Or, et ça c'est très important, c'est capital à noter, et c'est là l'intuition d'Aristote qui est sublime, le plus universel est plus certain. Or, le plus universel est plus certain, plus sûr. Alors que le plus distinct est seulement plus probable. Alors que le plus distinct est plus probable. Je donnerais ma main à couper que le mouvement existe. C'est quelque chose de très universel. Le mouvement existe. Par contre, je donnerais plutôt la vôtre que la mienne pour vous dire exactement la distinction qu'il y a entre fourmi rouge et fourmi noire. Je suis pas sûr qu'un bon scientifique pourrait vous le dire d'ailleurs. Donc lorsqu'on descend dans le très particulier, je ne sais pas pour faire la distinction, je ne sais pas moi entre une particule charme ou une particule étrange, je ne sais pas moi en physique particulière, il me semble que c'est quand même pas d'une certitude absolue. Hein. Donc lorsqu'on passe dans le plus commun, quand on vous dit, je ne sais pas moi, l'homme existe ou bien il y a une liberté, etc. Bon, c'est des notions extrêmement universelles qui sont extrêmement certaines. Demain, la science ne me prouvera pas que le soleil n'existe pas, c'est pas possible. Par contre, elle pourra vous dire que, je sais pas, moi, telle fine analyse de la relativité restreinte ou la relativité générale, il s'avère qu'elle est devenue caduque et qu'il faudrait la remplacer par autre chose. Donc, le très universel est très certain. Le très particulier, lui, est soumis aux fluctuations de la contingence, donc il est seulement probable. Ça, c'est capital. Or, et ça nous intéresse, la philosophie, par définition, appartient au domaine des connaissances très universelles. Donc la philosophie appartient au très commun et au très universel, alors que la science, elle, par définition aussi, appartient au domaine du très particulier. Ne vous inquiétez pas, il y aura un cours particulier sur les rapports philosophie et science que je ferai pour vous préciser ces notions-là qui sont très importantes aujourd'hui où il y a vraiment une inflation scientifique. J'en tire avec jubilation la conséquence que vous devinez, c'est que la philosophie est très certaine alors que la science, paradoxalement, n'est pas certaine. Ce qui va exactement à rebours de toutes les idées reçues. Donc la philosophie, touchant au très universel, est très certaine. C'est son intérêt. Alors que la science, vous savez, comme moi, veut dire que les systèmes scientifiques vont... Je sais pas, on invente un modèle psychothérapeutique, veut dire par semaine. Puis quand on voit l'accélération des différents systèmes que l'on propose actuellement, c'est assez effrayant de voir en science à quel point les choses évoluent. Alors, arrêtons-nous juste un instant pour voir un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire une chose très simple, c'est que la philosophie, qui est une connaissance très universelle, demande simplement, pour être philosophe, il faut une chose très simple. Il faut avoir 2 yeux, des mains, c'est quand même pas mal, c'est utile, et puis si possible un cerveau derrière les yeux. C'est tout.
pour être scientifique, il faut que j'ai un microscope à effet de tunnel, la lunette du Mont Palomar, je sais pas quoi. Alors que le scientifique, il a besoin de rien du tout. Ça m'a frappé un jour que j'étais à l'armée en train de faire ma garde. Comme ça, j'étais en train de monter la garde, puis d'un coup, je me dis, mais c'est fantastique. Bon, connaissant un peu la philosophie, je me dis, mais je peux, rien qu'avec ce que je suis, avec mon fusil sur l'épaule, peu importe, mais en tout cas, étant comme ça, sans aucune espèce d'instrumentation, je peux arriver à toutes les conclusions de la philosophie. Je peux, comme ça, simplement avec l'expérience que j'ai devant moi, le rat qui passe, je sais pas, je peux découvrir que que Dieu existe, que nous avons en nous une âme immortelle, parce que la philosophie démontre tout ça. Alors que si j'étais qu'un scientifique, je serais complètement dépourvu, je ne pourrais rien faire parce que j'ai aucun moyen d'expérimentation. Donc ça veut dire que, pour les chrétiens, Dieu, dans son immense miséricorde, et c'est vraiment, je crois, un effet de la miséricorde de Dieu, de sa bonté, permet à l'homme, rien qu'avec ce qu'il est, d'arriver à quantité de connaissances extrêmement certaines, de manière très pauvre et très dénue et très dépourvue. Et quantité de connaissances certaines, vitales. Parce que vous allez voir que la philosophie touche à tous les points vitaux. Je sais pas, la liberté, savoir si le monde est créé ou n'est pas créé, l'existence de Dieu, etc. C'est des questions qui sont quand même assez importantes, me semble-t-il. Alors voilà, donc nous concluons très simplement, il y a 3 sortes de connaissances. Philosophie, foi, science. Pie XII, dans un beau discours d'ailleurs, disait foi, philosophie et science sont les rayons d'un même soleil. Ce sont les 3 rayons qui irradient de la vérité, avec un grand V. D'où d'ailleurs, moi je suis assez farouchement opposé à ça, d'où d'ailleurs le caractère un peu désagréable notamment la tendance de la philosophie existentialiste contemporaine de mépriser la science. Ça me semble tout à fait regrettable quand même. Même si la philosophie n'est pas inféodée à la science, puisqu'elle est plus universelle et donc antérieure, néanmoins on n'a pas à mépriser la science parce qu'elle fait partie du même rayonnement de vérité. D'où la chance que nous avons d'être chrétiens aussi, parce qu'il y a donc la sagesse chrétienne qui va se surajouter à la sagesse philosophique. Et on verra éventuellement comment s'articule l'une avec l'autre. Alors toujours dans la première partie, dernier petit point, ce que j'appelle les malheurs de Sophie, les dispositions que demande un bon cours de philosophie. Les dispositions. C'est-à-dire que on ne peut pas venir n'importe comment à un cours de philo. Il faut un certain nombre de dispositions du cœur. Nous ne sommes pas des intelligences pures. Nous ne sommes pas des raisons pures. Et vous savez comme moi qu'on reçoit plus ou moins bien les vérités. Alors comment recevoir ce que je vais vous dire? Je crois que la première des choses, il faut avoir un esprit d'étonnement, d'admiration. Oui, je lisais encore chez Heidegger. Je ne sais pas parce que je l'aime particulièrement, mais parce que ça me passe par la tête. Heidegger disait l'admiration ou l'étonnement, il ne faut pas s'imaginer que c'est à la philosophie un petit peu comme le chirurgien qui se lave les mains avant une opération. C'est-à-dire qu'on est un petit peu étonné, ça serait intéressant de faire la philosophie, puis après ça continue. Il dit non, l'étonnement doit être coextensif à toute la démarche philosophique. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps avoir comme un esprit d'enfance. Le bon philosophe, c'est Aristote qui dit ça au début de sa métaphysique, le propre de celui qui connaît, c'est de s'étonner. Le savoir commence par l'étonnement. Si on a un esprit qui est blasé, on ne rentrera pas dans la vérité. Ça, je vous dis ça pour chacun de vous. Ayez des âmes de désir. Alors c'est valable pour toute la vie spirituelle, mais c'est d'abord valable aussi pour la philosophie. Plus vous avez des âmes de désir, plus ça grandit, et plus ça peut remplir. C'est Saint Augustin qui dit ça. Une âme de désir, c'est comme une outre qui grandit, donc qui peut recevoir davantage. C'est un peu un exemple que donnait Hubert Reeves, vous savez, l'astronome à grande barbe. Il racontait l'histoire d'un astronome qu'il connaissait, qui était le spécialiste d'Orion en radioastronomie. Il connaissait tout sur Orion. Puis il dit, un jour, il se balade avec lui dans une belle nuit étoilée. Puis il dit, mais au fait, tu pourrais me montrer Orion? Et l'astronome, il dit, ah non, moi je travaille sur les bandes des fréquences électromagnétiques, mais je n'ai jamais vu Orion dans le ciel. Jamais. Il dit, mais c'est pas possible. Et alors, Reeves, qui savait où ça se trouve, il lui montre. Et l'astronome lui-même dit, mais j'ai pas envie de regarder, j'ai peur d'être déçu. Donc, il y avait finalement chez ce scientifique aucune espèce d'étonnement et de désir de regarder et de contempler la nature. Ce qui l'intéressait, c'était ses graphes et ses chiffres. Donc, je parle trop vite, excusez-moi. Ayez un esprit d'étonnement. Un esprit d'étonnement et d'admiration, c'est capital. Quand je vous dirai des choses, posez-vous la question.
Parce que si vous gobez, il y a une passivité qui empêche le travail philosophique. Deuxième disposition intérieure qui permet d'être philosophe, l'amour du vrai. Vous savez que chez les, pardon pour le vous savez, chez les pères apologètes du 1er siècle, ils parlaient de la foi chrétienne comme d'une philosophie, et ils disaient que, par exemple, à Saint Augustin, quand il raconte sa conversion, au IVe siècle-là, pour lui, rentrer dans une philosophie, c'était véritablement se convertir. C'est-à-dire que c'est une démarche de tout l'être. Pour nous, on est devenu tellement intellectuel et tellement... la philosophie, c'est vraiment pelliculaire, quoi. Ça va toucher un petit peu l'aspect superficiel de notre être, mais la vérité n'a pas l'air de nous affecter profondément, alors que la vérité est une des aspirations les plus profondes de notre être. Mais la vérité, c'est une des choses qui nous rend le plus à l'image de Dieu. Nous sommes faits pour la vérité et l'amour, les deux. Les deux. Et donc, dites-vous que aimer la vérité, c'est quelque chose qui répond à une aspiration très profonde qu'on oublie beaucoup aujourd'hui. Une des causes de névrose existentielle dont nous parle Frankl, c'est bien cette absence du sens de la vérité. Donc, ayez ce goût, je veux dire, ne vous satisfaisez pas des demi-vérités, des choses plus ou moins confuses. Et pour ça, apprenez à reformuler les choses. On parlera de TD tout à l'heure. Le propre du TD, c'est justement de reformuler. Une vérité bien comprise doit être dite. Il y a une fécondité de l'intelligence qui passe dans le verbe et l'expression, et qui est indispensable. Troisième condition, intérieure, parce que nous sommes des cœurs et pas seulement des intelligences, c'est l'humilité et la discipline. L'humilité et la discipline. En effet, la question n'est pas de rentrer dans un système. N'attendez pas de moi que je vous dise celui-ci c'est le meilleur, même si je pense qu'il y en a certains qui sont quand même meilleurs que d'autres. En philosophie, on ne rentre pas dans un système. Jean Daujas dit quand vous faites de la chimie, vous ne faites pas du lavoisiérisme. Quand vous faites des mathématiques, vous ne faites pas du bourbakisme. Eh bien, en philosophie, on ne fait pas de l'hégélianisme, du kantisme, je sais pas, on ne fait pas de ça. La philosophie, c'est d'abord regard sur la réalité. Donc votre premier maître, ce sera la réalité. On parlera des philosophes, vous inquiétez pas, mais on ne fait pas d'abord de l'érudition, comme je vous disais. Reste que, même si notre premier maître, c'est la réalité, il nous faudra des rabbis pour nous aider, il nous faudra un certain nombre de... Et en l'occurrence, je serai le médiateur. L'humble médiateur est bien incompétent, mais... Et je crois que donc la première disposition, ça sera d'écouter ce que je vous dis, et avant que de le recevoir avec critique, recevez-le, tout court. La critique est toujours seconde, elle n'est pas première. C'est Descartes qui en a fait une méthode, le doute méthodique. Je crois que c'est regrettable. Vous savez très bien comme moi qu'un enfant qui dit toujours non, il n'entend rien, il ne peut pas avancer. Un élève qui dit toujours non à ce que dit le professeur, il ne pourra pas comprendre ce qu'il dit. Il faut d'abord qu'il accepte, qu'il tolère. Et après ça, c'est d'autant plus que vous êtes rentré dans ce que j'ai dit que vous pourrez, étant assis à l'intérieur, le critiquer et prendre du recul. Mais il faut d'abord rentrer dans la maison pour pouvoir la critiquer. Vu de la façade, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, deuxième point, pourquoi êtes-vous là? En fait, c'est vrai, comme je vous disais, vous avez répondu. Alors, en fait, il y aura deux parties là. En fait, d'entrée de jeu, le problème est résolu. Il est réglé. Le problème, finalement, c'est pas de savoir si on doit ou pas faire de la philosophie. J'énonce un nouveau paradoxe. Pourquoi? C'est Jaspers, l'existentialiste chrétien allemand, qui dit en fait, tout le monde fait de la philosophie. Le seul problème, c'est de savoir si elle est consciente ou inconsciente. Mais tous, on se balade avec une philosophie derrière nous. Tous. Ça, c'est certain. Y compris les scientifiques. Je disais ça encore récemment, je ne sais plus chez quel scientifique. Bon, je sais pas, on prend par exemple Prigogine. Prigogine dit bien que c'est une question. Vous savez, le prix Nobel de chimie qui a inventé le système. Non, bon, peu importe. Prigogine dit que ce qu'il habitait, c'était une question sur l'irréversibilité du temps. Et ce grand scientifique, donc, c'est à partir d'une question philosophique qu'il a pu engager ses recherches scientifiques. Et donc, tous, on a derrière nous une conception du monde.
Alors c'est important, hein. Bon, d'abord, l'histoire des sciences le montre bien, l'histoire des connaissances le montre bien, et la raison profonde, c'est celle-là, c'est que tout le monde, partant d'une connaissance commune, doit donc avoir, puisque la philosophie est une connaissance commune, une philosophie et une manière de voir les choses. Alors, le problème, c'est qu'on a tous donc une vision des choses, et Freud nous a appris à quel point il était important de conscientiser ce qui était en nous, et cette vision des choses se caractérise très simplement par une mise en ordre de nos idées. Ce qui caractérise notre vision des choses et notre philosophie, c'est la manière dont nous ordonnons les choses. Un grand axiome en philosophie est le suivant, c'est le propre du sage, c'est d'ordonner. C'est-à-dire de les distinguer. Exemple. Un marxiste, par exemple. Un marxiste, il a un principe de distinction qui est extrêmement simple. Le marxiste est convaincu que la réalité est fondamentalement économique. Pour lui, toute réalité se distingue en structure, infrastructure, superstructure. C'est la grille qu'il y a dans sa tête. C'est le premier principe d'ordre qui est dans sa tête. Alors par exemple, je sais pas moi, il va analyser ce que c'est que le synode des laïcs. Il va expliquer le synode des laïcs qui se déroule actuellement à Rome. En termes, on voit ça dans un certain nombre de journaux que je ne nommerai pas. L'analyse marxiste fera que, finalement, ultimement, le synode des laïcs s'expliquera en termes de rapports de force, eux-mêmes expliqués par des rapports de force économiques, rapport nord-sud, rapport est-ouest. Et tout le reste, la structure sera de type politique, la superstructure sera de type idéologique, en l'occurrence religieux. Et tout sera ramené à ces premiers principes. Je ne sais pas si vous êtes freudien, tout sera ramené en termes de conscient, d'inconscient, de pulsion, de d'éros ou thanatos, etc. Alors tous on se balade avec ça. Alors quand on se balade dans la rue, qu'on parle à quelqu'un, parfois je sais pas, moi les premiers principes ça peut être la distinction entre matière et esprit, mais on a tout ça dans la tête. Et c'est important de vous-même d'essayer de repérer à partir de quoi vous raisonnez. Et notre travail cette année, ça va être justement d'établir des principes d'ordre qui soient adéquats à la réalité. Non pas ceux qui correspondent à votre éducation ou à ce que vous sentez davantage, mais ceux qui sont adéquats. Donc le premier travail de la philosophie, c'est de mettre de l'ordre. La philosophie, finalement, comme j'aime bien dire, elle n'est pas là pour vous donner des bouquins, mais pour vous donner des étagères pour les bouquins. Voilà. Donner de l'ordre, c'est donner des étagères. Et c'est ce dont on manque le plus. Vous vous rappelez l'aphorisme de Montaigne. Il est préférable d'avoir une tête bien faite que bien pleine. Aujourd'hui, on a une débauche d'idées, mais très peu d'ordre dans les idées. Vous savez, bien souvent, en terminale, on avait ça dans nos dissertations. Oh, plein d'idées, mais alors complètement brouillants. À propos, pour ceux qui ont mal réussi en terminale, je vais les décomplexer tout de suite. J'ai eu 7 au bac en philosophie. Hein, vous voyez, comme quoi, ça ne bloque pas toutes les vocations. Donc, en fait, tout le monde a sa philosophie. Mais, il faut préciser encore, il y a une deuxième raison plus profonde pour laquelle il faut faire de la philosophie. Et celle-là est importante. Ça remonte à une sombre histoire de pomme. Je sais bien que c'est pas une pomme, c'est parce que c'est le pommus en latin qui veut dire fruit, alors du coup on a pensé que c'était la pomme. Bon, peu importe. Mais je veux dire par là que toutes nos intelligences sont blessées. Et ça, c'est une vérité fondamentale. Alors, le chrétien, c'est pourquoi? Ça vient du péché originel. Bon, c'est une grande tradition dans l'Église, ça remonte au pseudo-vel, le vénérable qui a mis ça en place, bon, peu importe. Donc, toutes nos intelligences sont marquées et sont profondément altérées. Et ça, là aussi, c'est important de s'en rendre compte. Alors, cette blessure de l'intelligence, elle se caractérise de multiples manières. Je pense par exemple à l'exemple de Saint Augustin. Saint Augustin et le manichéisme. Saint Augustin,
a été pris par le manichéisme. Vous savez, le manichéisme était une doctrine qui disait qu'il y avait un principe du bien, un principe du mal, comme deux espèces de dieux qui combattaient. Mais le manichéisme, plus profondément, est un matérialisme. Le principe du bien et le principe du mal, pour Manès, était matériel. Le principe du mal était un principe extrêmement matériel, très très dense, alors que le principe du bien était fluide comme du feu, disait-il. Mais donc, Augustin, parce qu'il n'était pas encore ça à l'époque, il n'était pas encore converti, était extrêmement marqué par ça, était extrêmement marqué par le matérialisme du manichéisme. Il s'en tirait pas, il comprenait pas, il n'arrivait pas à s'en tirer, il était profondément désespéré, jusqu'au jour où il a rencontré des disciples de Plotin, qui est un philosophe du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui lui ont dit, mais il n'y a pas que la matière qui existe, il existe autre chose qui est l'esprit, qui est non matériel. Et saint Augustin dit que lorsqu'il a entendu ça, c'était comme une bouffée de lumière qui est rentrée en lui, la révélation de quelque chose qu'il n'avait jamais pensé. Et lorsqu'il a découvert ça, dit-il, il y a comme une guérison dans son intelligence. Tout à coup, son intelligence c'est comme dilatée. Et on va voir justement que la blessure d'intelligence, c'est une ignorance. Il y a un deuxième exemple aussi qui m'avait frappé. Donc, on voit donc tout à coup une lumière qui arrive dans son intelligence. Alors qu'avant, son intelligence était profondément blessée parce qu'il avait appris. Et un deuxième exemple qui m'avait frappé, c'est en lisant Sainte Thérèse d'Avila, qui disait que une des plus grandes lumières qu'elle avait reçues dans sa vie, c'est un jour en rencontrant un de ses pères spirituels qui lui avait donné en disant « Mais vous savez, Mère Teresa, il faut distinguer deux plans en nous. Il y a l'imagination et tout ce qui concerne notre vie sensible, mais plus profondément que l'imagination, il y a l'intelligence. Et l'intelligence ne sent rien. Elle ne perçoit rien, il n'y a pas de perception, c'est pas du senti, l'intelligence. Et la conséquence qui intéressait Sainte Thérèse d'Avila, c'était la suivante, ce qui veut dire que dans la prière, quand je me sens complètement gigoté à droite à gauche, c'est mon imagination dans laquelle il y a une tempête. Mais le profond de mon cœur, qui est mon intelligence et ma volonté, s'ils sont fixés sur Dieu par un acte de foi, d'espérance et de charité, eux ne sont pas touchés par ce remue-ménage de l'imagination, par la folle du logis dont parle Pascal. Et cette distinction entre imagination et raison a été une telle lumière pour elle qu'elle a dit, mais du coup j'ai compris que peu importe l'agitation que j'avais dans la prière, l'important c'est que je reste fixé par mon intelligence en disant je crois en toi Seigneur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans son intelligence, avant, il y avait une blessure telle qu'elle ne voyait pas, elle ne comprenait pas ce qu'elle était. Et quelqu'un lui a apporté une telle lumière que son intelligence est guérie et elle a pu avancer. Eh bien, c'est ça la blessure de l'intelligence. La blessure de l'intelligence, c'est pas d'abord une erreur. C'est pas d'abord de l'erreur, la blessure. C'est d'abord de l'ignorance, d'abord une absence de savoir, une nescience. Deuxième partie ensuite. Au milieu de la deuxième partie. C'est une privation. Et pour être plus précis, c'est une privation de lumière dans nos intelligences qui est due à une cancérisation, pourrait-on dire, une cancérisation de notre imagination, de nos facultés inférieures. On distinguera, je vous en parlerai plus en détail, en philosophie de l'homme, on distinguera l'imagination, les facultés les sens internes, etc., et l'intelligence. Eh bien, il y a blessure de l'intelligence lorsque l'imagination occupe une telle place qu'elle interdit à la lumière de pénétrer jusqu'à l'intelligence. Et je ne vous fais pas de dessin, mais c'est une évidence aujourd'hui. Nos imaginations sont extrêmement sollicitées. Et finalement, nos intelligences fonctionnent très peu. Très très peu. Alors c'est extrêmement sollicité pour 36 raisons. Les plus patentes, la télévision, bien sûr. Quand on voit, je crois que c'est 3 heures de moyenne d'écoute télévisée par tête de pipe. Donc c'est pour dire. Naturellement, alors, les bandes dessinées, disons que ça a un certain succès et que ça favorise pas véritablement une certaine contemplation intellectuelle, même si c'est bon pour se détendre. Moi-même, j'en fais grande consommation. Mais plus profondément encore, et là je vous en parlerai, la mathématisation excessive, même je crois l'informatique à très haute dose développe extraordinairement l'imagination et très peu l'intelligence.
S'il y en a que ça choque, je pourrais détailler. Je parle un tout petit peu en connaissance de cause. Et donc, on a affaire aujourd'hui à un monde qui, bon, c'est vrai, on le sait bien, est entaché à ce nombre d'erreurs, faut le dire, faut pas avoir peur de le dire, mais davantage encore que empêtré dans ses erreurs, n'a pas fait l'expérience de la lumière et de la vérité. Et ça, c'est important. Les gens n'ont pas le goût de la vérité parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. C'est comme bien souvent, les gens ne sont pas chrétiens parce qu'ils n'ont pas fait le goût. N'ont pas eu le goût, veut dire n'ont pas fait l'expérience d'un amour qui les remplit et qui les comble et qui les réjouit. Et s'il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui croient si peu à l'amour et à la fidélité, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience de l'amour et de la vérité dans leur vie, tout simplement. Eh bien, c'est pareil pour l'intelligence. Il faut d'abord faire une expérience de lumière. Moi, je sais que c'est ce qui m'est arrivé très concrètement. Quand j'ai commencé la philosophie à la Sorbonne, pendant 1 an, j'ai pataugé, notamment j'avais un problème qui me tracassait, c'était le problème de la liberté. J'étais convaincu que l'homme n'était pas libre, et ça m'a torturé pendant 1 an, je cassais les pieds tous les étudiants avec qui je travaillais. Aucune réponse de qui que ce soit. Puis voilà qu'un jour, j'ai passé mes examens à la fin de l'année, puis en sortant de mes examens, je passe devant la librairie Chévrin, je ne sais pas si vous connaissez un peu la Sorbonne, sur la place de la Sorbonne, et je m'arrête, puis mon vieux réflexe de l'étudiant en philosophie, il y a des bouquins, on commence à feuilleter, bien sûr. Je parle pas assez fort peut-être? Vous entendez? Un peu juste, d'accord. Et donc je commence à feuilleter les livres qui étaient là. Et tout à coup, je tombe sur un livre sur la liberté, écrit par un certain Thomas d'Aquin, obscur philosophe du XIIIe siècle. Et je commence à rentrer dans le bouquin, et tout à coup je me rends compte que le problème qui m'avait profondément agité pendant 1 an, Thomas d'Aquin, qui est saint Thomas d'Aquin en l'occurrence, le prend par les sommets et le résout avec une lucidité telle que toutes mes objections tombaient à la flotte. Alors, ça m'a complètement bouleversé. J'ai véritablement fait l'expérience d'une lumière qui me remplissait un petit peu comme, je sais pas, comme la lumière d'une conversion. L'équivalent de la lumière d'une conversion du cœur, mais c'était au niveau de l'intelligence. D'un coup, j'ai découvert ce que c'était qu'une lumière qui vous remplissait, qui vous assoyait dans l'incertitude. Et moi, je vous souhaite à chacun de faire une expérience comme celle-là. Et en même temps, qui vous donnera confiance dans l'intelligence. Alors, le chrétien, bien souvent, a tendance à fuir parce qu'il a au moins une certitude, celle de sa foi. Bon, elle est garantie par Dieu. Mais il faut aussi que vous ayez certitude dans vos intelligences. C'est capital. Alors, on peut donner un argument d'autorité qui est chrétien, à savoir que Dieu n'a pas mis en vous une maîtresse d'erreur. Bon, mais c'est un argument... l'intelligence n'est quand même pas là pour vous tromper. Mais plus profondément, il faut que vous goûtiez d'abord l'autonomie de vos intelligences. Et ça, c'est une autre raison pourquoi on fait de la philosophie. Il faut que vous rendiez gloire à Dieu de votre nature, de ce que vous êtes, même si vous n'êtes pas chrétien. Il faut que vous vous rendiez compte que vous avez une intelligence qui fonctionne par elle-même. C'est très important, ça. Sinon, on confond la nature et la grâce. On confond tout. Il y a une nature qui a sa consistance propre. Et l'intelligence donnée dans la nature peut atteindre la vérité avec certitude. Des gens comme Aristote, qu'on peut guère soupçonner d'être chrétien, pour une raison historique évidente, a accédé à l'existence de Dieu avec une certitude étonnante. Alors, là aussi, je veux dire, alors pour le chrétien, il faut se rendre compte que le chrétien, puisqu'on est toujours au niveau du pourquoi, une des raisons pour lesquelles on fait de la philosophie, c'est notre sainteté. Nous sommes tous chrétiens appelés à la sainteté. Le Concile Vatican II nous le rappelle, c'est le chapitre 5 de Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église. Or, la sainteté n'est pas sainteté tant que nous ne sommes pas saints du bout des orteils jusqu'à l'occiput. On est saint entièrement, ou sinon on n'est pas saint. Et la sainteté donc doit prendre nos intelligences. Et la sainteté de l'intelligence, c'est d'abord la vérité. C'est la foi ultimement qui sanctifie nos intelligences, mais c'est d'abord la vérité. Vous connaissez tous la parole de saint Irénée de Lyon. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. On connaît toujours le début, mais il ne faut jamais oublier la suite. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Sans oublier la suite. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est le 4e livre de la Versus Hereses. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu.
C'est le témoignage que donnait un jour le père Marie-Dominique Philippe, qu'il avait rencontré un marxiste, c'était à Châteauneuf-de-Galore, je crois, qui disait « Dieu a converti mon cœur ». C'est beau, réjouissons-nous. Mais Dieu m'a laissé le soin de convertir mon intelligence. Dieu a converti mon cœur, mais Dieu m'a laissé le soin de convertir mon intelligence. C'est pour ça que je me réjouis de vous voir parmi vous ici ce soir, parce que c'est vraiment ce désir de vérité qui vous habite, même s'il est plus ou moins confus. J'espère qu'il sera de plus en plus distinct au fur et à mesure. Mais c'est ça, cette soif de vérité veut dire, d'abord elle est naturelle à l'homme, elle est naturelle au cœur du chrétien. Je suis la voie, la vérité, la vie, Jean 14, 6. Donc la vérité est une... Et donc, faire de la philosophie, c'est tout à fait cohérent pour un chrétien, ça ne fera pas double jeu avec la foi, il n'y a pas de problème. Et de surcroît, c'est important de noter que, par exemple, l'avortement. Bon, je suis contre l'avortement. Est-ce que je suis contre j'espère que ça ne choque personne, une vice personne, je ne suis pas contre les femmes avortées, je suis contre l'avortement. Ce qui n'est pas pareil, parce que quand on sait qu'en France, quand vous croisez une femme dans la rue, il y en a 1 sur 3 en région parisienne qui s'est fait avorter. Il faut savoir que c'est donc un phénomène de société massif et prodigieusement douloureux. Donc, je suis contre l'avortement. Est-ce que je suis contre l'avortement comme chrétien? Pas du tout. Je ne serais pas chrétien, je serais autant contre l'avortement. Si je suis contre l'avortement, c'est comme homme. Je peux dire comme philosophe à la limite, mais comme homme, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il y a une consistance des choses naturelles. L'avortement est un mal pour tout homme. Quand dans un certain discours de décembre 1974, une certaine personne a dit « L'avortement est une question d'opinion, et notamment d'opinion religieuse », une personne qui a fait passer la loi, dit non, fondamentalement non. C'est le fait de tout homme de pouvoir reconnaître que le meurtre d'un innocent, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, est un mal et un mal absolu, qui ne connaît aucune espèce d'exception. Bon, je suis un peu catégorique, mais ne vous inquiétez pas. Alors donc, une des raisons aussi pour lesquelles nous faisons la philosophie, c'est donc pour reconnaître qu'il y a une validité, une cohérence des arguments naturels et philosophiques. Indépendamment de la foi. Et bien des positions d'ailleurs tenues par l'Église en matière de morale sont des positions d'abord tenues en morale naturelle. Elle tient beaucoup à cette notion de morale naturelle. Bon. C'est un peu rapide ? Je dis donc que bien des positions tenues par l'Église en matière d'éthique, notamment en matière de bioéthique, ne sont pas d'abord parce qu'elle tient la révélation, mais d'abord parce qu'elle croit qu'il existe une morale naturelle. On aura des cours de morale, ne vous inquiétez pas, donc on pourra reparler de ces questions-là, qui sont, je sais bien, des questions brûlantes. Et les opinions que je professe ne sont guère celles que l'on entend toujours. Mais on pourra en parler, bien sûr. Oui, puis parmi les raisons, alors, je crois que c'est une dernière raison, moi, qui me tient beaucoup à cœur. L'homme est un animal gratuit. C'est probablement une des plus grandes caractéristiques de l'homme. L'homme est un animal gratuit. Je n'ai jamais vu un chien contempler un coucher de soleil. Si c'est votre cas, ça m'intéresserait de le rencontrer. Et donc cette gratuité, ce qui nous caractérise, fait que on donne du temps pour contempler la vérité. Si on vous demande, mais tu fais de la philosophie, ça sert à quoi? Ben ça sert à rien. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Toutes nos activités ne sont pas utilitaires. Mais il y a en nous, c'est ça notre spécificité, veut dire une ouverture au vrai. On pourrait presque définir l'homme comme une ouverture au vrai. Oui, juste, c'est vrai que certains l'ont dit, je crois que c'est important, et c'est vrai que pour l'évangélisation, qui donc fait partie d'une dimension constitutive du chrétien, la philosophie paraît être un des moyens indispensables. C'est un terrain d'entente universelle, puisqu'on a dit tout à l'heure que tout le monde est philosophe, qu'il le sache ou non, et de ce point de vue-là, c'est la première chose avec laquelle on s'entend avec quelqu'un. Il faut savoir donc, je crois qu'il faut avoir un minimum de base philosophique pour pouvoir justement engager un dialogue. Alors, troisième partie, le comment. Il y a 3 parties dans la philosophie. On pourrait partir, c'est une constatation que j'ai souvent faite, qui m'a toujours étonné. Il y a un petit peu comme 3 sortes de personnes, ou plutôt 3 sortes de qualités dans les personnes. Qu'on pourrait traduire en termes un peu économiques.
Il y a ceux qui savent gérer les choses. Il y a ceux qui savent gérer, entre guillemets, les personnes. Et enfin, ceux qui savent gérer les idées. C'est très rare de rencontrer les trois dans une seule personne. Il y a quelques phénomènes, mais... Et il faut les trois, il faut les trois pour pouvoir... un minimum des trois quand même. Il faut avoir un minimum d'idées, un minimum de connaissances dans la vie. Je pense à cet ami qui ne connaissait pas le sens du mot frugal. Il avait un jour été invité chez une personne qui connaissait un petit peu simplement, et puis à la fin du repas, croyant faire un compliment merveilleux à la personne, après un repas pentagonique, oh, que c'était frugal. La personne n'a pas beaucoup compris d'ailleurs. Donc il faut avoir, je pense, dans la vie, en faire un minimum de connaissance des choses quand même. Deuxièmement, un minimum de sens un minimum de connaissance des idées. Deuxièmement, un minimum de connaissance des choses, donc un minimum de sens pratique. Je pense à l'exemple de cette personne qui a quand même écrit quelque chose comme 25 ou 30 bouquins, et qui, lorsqu'elle était plus jeune, je crois qu'elle était du scoutisme, un jour elle dit, oh, mon cher Marcel, il s'appelait Marcel, si tu nous faisais une omelette, oh, pas de problème. Il fait une spoil, il prend la grande poêle, il fait une spoil, une omelette, il casse 25 œufs, hop, et au 25e œuf, tout à coup, terrorisé, il se rend compte, il a fait oublier l'huile. On l'a littéralement vidé de la cuisine. Bon, tu vas continuer à raconter des histoires, hein, très très bien, mais t'es beaucoup mieux à raconter des histoires qu'à t'occuper de l'omelette. Donc c'est quand même pas mal d'avoir un minimum de sens des choses. Puis troisièmement, je pense aussi avoir un minimum de sens moral. Oui, je reviens de Guinée. Vous savez qu'en Guinée, après le régime de Sékou Touré, il y avait une telle corruption que les Guinéens avaient écrit à Rome pour demander que soit aboli le commandement « Tu ne voleras pas » du décalogue. Pour vous dire que parfois, il y a un laxisme moral tel que... Donc, il est bon qu'il y ait donc en chacun de nous ces trois choses, qui sont donc d'idées, sens des choses, sens moral. Eh bien, oui, il y avait un médecin anglais qui caractérisait ça en disant... En tout homme, en l'occurrence en tout médecin, il y a 3 H. Alors mon anglais est déplorable, mais je vais quand même vous le donner en anglais. Les 3 H qui doivent structurer toute personne. C'est the head, the hand, the heart. La tête, le main, la cœur. Il faut l'équilibre des 3. Bien, ces 3-là nous donnent les 3 grandes parties de la philosophie, ce que j'appelle les 3 grands tics. Vous allez voir pourquoi. Ces trois parties qui vont donc structurer la philosophie. Ça correspond à quoi? Eh bien, je vais vous les énoncer puis les justifier après. La philosophie a une première partie qu'on appelle la philosophie spéculative. Première partie de la philosophie spéculative. En termes grecs, on dit la philosophie théorétique. Deuxième partie de la philosophie morale ou éthique. Morale. Deuxième partie de la philosophie morale ou éthique. Troisième partie, la philosophie du faire. F-A-I-R-E, pas faire à repasser. Faire. Donc, philosophie spéculative, philosophie de l'agir, si vous préférez, ou philosophie morale, et philosophie du faire, ou poétique, disait Aristote. On dit ça parce que c'est les 3 tics. Les 3 tics, c'est théorétique, éthique, poétique, en grec. Ce sont les 3 parties. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous vous rappelez qu'on a dit que le propre du sage, c'est d'ordonner. Or, il y a 3 ordres que la raison peut mettre. Le propre du sage, c'est de mettre de l'ordre.
Donc si votre chambre est mal rangée, c'est que vous êtes peu sage. Étant d'ordonner, or il y a 3 ordres possibles que la raison peut mettre. Premièrement, il y a un ordre que la raison met dans ce qu'elle considère, dans ce qu'elle contemple. Ça va s'éclairer. Un des grands principes de la prise de notes, c'est on note surtout ce que l'on ne comprend pas. Parce que sinon on n'a aucune chance de le comprendre un jour. Ce qu'on comprend, à la limite, on peut presque ne pas le noter, mais c'est aussi conseillé de le noter. Donc d'abord, la philosophie, d'abord première partie de la philosophie, l'ordre que la raison met dans ce qu'elle contemple et qu'elle ne fait pas. L'ordre que la raison met dans ce qu'elle contemple, qu'elle considère, et qu'elle ne fait pas. C'est la philosophie spéculative. Exemple, l'arbre qui est en face de vous, cher botaniste, c'est pas vous qui l'avez fabriqué. C'est pas vous qui lui avez donné les lois de croissance, c'est pas vous qui lui avez donné la photosynthèse. Je ne crois pas. Donc vous le contemplez, vous le considérez sans l'avoir fait. Deuxième ordre, c'est l'ordre que la raison met dans son agir, dans son opération. Donc là, dans les choses qu'elle fait, je suis le maître de mon corps et de mon âme, d'une certaine manière, et c'est moi qui agis et qui fais ce que je veux de ce que je suis. Donc là, j'agis sur un matériau qui est à moi. Je ne fais pas que contempler, j'agis. C'est toute la philosophie morale. On redétaillera tout ça, bien sûr, puisque là, je dresse le panorama, je dresse le décor. Et, troisième ordre, l'ordre que la raison met dans les choses extérieures. Et cet ordre, c'est tout l'ordre du faire, donc, de l'activité technique. On pourrait préciser les choses de manière peut-être plus pédagogique. Donc il y a d'abord 2 ordres. L'ordre que la raison considère. Je suis devant un arbre, je suis devant un arbre, je le regarde. Bon, activité spéculative. Ou bien l'ordre que la raison non plus considère, mais fait. C'est tout l'ordre du pratique. Mais dans l'ordre du pratique, il y a 2 manières de se comporter. Selon que ce sur quoi je vais agir, c'est moi-même, à ce moment-là, c'est la morale, ou bien quelque chose qui est extérieur, c'est le faire. Vous comprenez? Je reprends. Je vais prendre le micro, puis je vais vous faire un petit dessin, ça va être plus simple. Alors, donc, on parle de la notion d'ordre. Premièrement, il y a l'ordre que je considère. C'est tout spéculatif. On y reviendra, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne suis pas que quelqu'un qui fait, je suis d'abord quelqu'un qui reçoit et contemple. On reçoit d'abord avant de faire. Et deuxièmement, l'ordre que je mets. Ou que je fais, comme on veut. L'ordre que je mets. L'ordre que je mets, c'est tout le domaine du pratique. Vous retrouvez la distinction spéculatif-pratique. On dit aujourd'hui théorie pratique, mais c'est mieux de parler de spéculatif pratique. Et dans l'ordre que je mets, je distingue. Soit l'ordre que je le mets en moi-même, donc dans mon agir, c'est la philosophie morale. Soit je ne le mets pas dans mon agir, mais dans ce qui m'est extérieur. Merci. Dans les réalités extérieures. Bon. Et c'est toute la philosophie du faire.
clair? Voilà. Donc on a campé le décor. Merci. Dernière chose à préciser avant que ça se termine. Bon, j'abrégerai. Alors, d'abord, donc, ce sont trois parties. C'est comme un tabouret sur lequel on s'assoit. Si vous sciez un des pieds du tabouret, badaboum. Donc il faut tenir absolument les trois. Mais par ailleurs, comme toujours, on croirait un petit peu comme un proverbe du livre de la sagesse, il y a 5 choses que le Seigneur exècre et 6 qu'il est. Il y a 3 parties en philosophie et une 4e. Il y a donc une 4e partie à la philosophie, qui est une partie introductive, un préambule, un narthex. Il y a une 4e partie à la philosophie qui est comme l'entrée et qui s'appelle la logique. C'est comme le rez-de-chaussée de la maison. Et c'est la logique donc qui est l'introduction obligée au Moyen-Âge. On faisait d'abord la logique, on ne faisait que ça. Donc on commencera par la logique, on en fera un tout petit peu. Au Moyen-Âge, on faisait des années et ça donnait des gens extrêmement formés. C'est une des choses qui nous manque le plus et les plus ignorées aujourd'hui. Et donc, il y a donc 4 parties en philosophie, les 4 que nous parcourrons, qui sont donc la logique, la philosophie spéculative. Donc il y a 4 parties en philosophie: logique, philosophie spéculative, philosophie morale et philosophie du faire. Et pour chacune de ces parties, donc, comme j'ai dit qu'il y avait un certain nombre de connaissances communes qui fondaient la philosophie, on verra que pour chacune de ces parties, il y a un certain nombre de connaissances communes qui fondent ces parties. Par exemple, en philosophie morale, on partira de la notion de finalité, de bien, d'éducation intérieure, etc., qui sont des notions communes que tout le monde connaît et qui pourront fonder ces différentes parties de la philosophie. Et ce sont donc les points de départ extrêmement communs que tout le monde connaît. Et donc, en philosophie, vous vous rendez compte que le vocabulaire que j'utilisais est extrêmement simple, même si j'ai fait allusion à des philosophes dont les noms vous semblent bien barbares, c'est pas grave du tout, au fur et à mesure on se familiarisera avec eux. Mais donc, ça ne suppose quasiment rien comme point de départ. Au contraire, moins on a de base, moins on risque d'être blessé. Et donc, plus on a un terrain vierge pour permettre à la philosophie d'exercer, de manifester ses lumières. Donc, n'ayez aucun complexe. Et pour terminer, je voulais vous citer un petit mot que j'ai retrouvé chez un philosophe contemporain qui me semble beau, qui est finalement le vœu que je formule. Il dit: le vœu du professeur de philosophie, le vœu qui finalise tout son enseignement est le suivant: convertir avec ses élèves cette philosophie qui est amitié de la sagesse en une amitié fondée sur la sagesse.